Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... Si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks qui contre-attaquent, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaquent! Alors, samedi le 5 août 2017, bienvenue à cette édition spéciale des Geeks qui contre-attaquent. Mon nom est Éric Lajoie, et c'est le seul nom que vous allez entendre pour tout de suite, parce que, dû à des circonstances hors de notre contrôle, il semblerait bien que je serai seul aujourd'hui. Et bon, pas de panique, il n'y a pas de feu à voir. Il y a juste une personne à être paniquée, c'est moi, parce que ça fait, écoute, 5 ans que j'ai pas fait de console, donc on va voir si je me souviens des bons pitons. Ce qu'on va faire, c'est que, étant donné que je suis seul, c'est sûr et certain que je me verrais mal pendant 90 minutes vous parler. Moi-même, je m'étonnerais de m'écouter parler pendant 90 minutes. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre un peu de musique, mais pas n'importe quelle. C'est-à-dire que durant les 5 dernières années, au Geek Contre-Attaque, je me suis occupé en grosse partie du choix des chansons là, qu'on met toutes les demi-heures. Et on prend toujours des chansons qu'on a jusqu'à une certaine durée de temps, là, autour de entre 3 et 4 minutes, là, autour de ça. Étant donné qu'on veut prendre le temps, bien sûr, de faire nos chroniques, de se parler entre nous autres, puis avoir bien du fun, puis tout ça. Donc, il y a plein de chansons que j'ai comme juste omis de mettre dans les années. Des chansons que j'aimais bien, des montages, des chansons qui étaient cool, qui duraient comme plus longtemps que le 10, 3 minutes et quelques. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va mettre quelques chansons comme ça, qui me reviennent sur le top de la mémoire de même, que je vais pouvoir jouer dans leur pleine longueur. Et ça va me permettre, ça va me donner le temps, dans le fond, de me préparer adéquatement, puisque j'ai réalisé, dans le fond, en même temps que vous, que j'étais seul. Là, je pensais que quelqu'un allait arriver dernière minute, finalement, non. Donc, de vous dire que j'ai rien, mais c'est ça, mais j'ai rien. J'ai tout le temps de quoi dire, il faut juste que je me trouve un sujet, puis on va partir avec ça. Donc, sans plus attendre, je vais vous débuter ça avec Vomitron, qui est un band que j'avais découvert sur Bandcamp, là, qui reprenait des trames sonores de jeux, mais dans l'ordre chronologique du jeu et intégral. Donc, quelqu'un qui a joué au jeu va se rappeler des tunes dans l'ordre qu'il va les entendre. Quelque chose quand même le fun comme expérience, puis c'est des tunes qui durent souvent plus que un certain nombre de temps. Souvent sont séparés en deux. Ils ont 2 albums présentement, deux. C'est un d'une personne, c'est pas un band, là, c'est un projet solo. Le premier album qui était No Nest for the Wicked, là, et là on va y aller avec le second, dans le fond, Necessary Evil. On comprend le jeu de mots avec Nintendo Entertainment System, là, donc Necessary Evil. Hey, que je suis moins drôle quand personne me regarde de travers. Donc, ce qu'on va faire, on va écouter la pièce Megaman. Donc, on va y aller avec le premier jeu Megaman. Dans le fond, celui peut-être que la musique est la moins connue, dans le sens que Megaman, le premier jeu, se trouvait à sortir un peu dans l'obscurité. Ceux qui avaient... Il n'y avait pas eu beaucoup de publicité ou de promotion autour du jeu. Le jeu avait été un hit culte par la suite, plusieurs mois / années après sa sortie. Et quand le Mega Man 2 est sorti cette fois-ci, ben là Nintendo Power s'en est mêlé. Il y a eu une grosse promotion et tout le monde l'a acheté. La production était meilleure, la musique est extraordinaire. Et là, ça a parti la franchise de façon officielle, on va dire ça comme ça. Donc le début officieux, c'est avec en fait, c'est la partie officieusement la franchise. Le début officiel, c'était le premier Megaman. Donc, on va y aller avec le medley, dans le fond, de Megaman 1 par Vomitron de l'album Necessary Evil. Et on écoute ça au geek, au singulier, contre-attaque.
On vient d'entendre Vomitron, le projet solo d'un artiste. Hey, j'essaie de trouver son nom, puis je l'ai pas trouvé. J'aurais peut-être dû chercher pendant la tune. Hein? Ça aurait été une excellente idée et que je n'ai pas fait. Donc, c'était Vomitron avec Megaman, donc son medley du deuxième album de son cru, c'est-à-dire deuxième album hommage aux chansons de Nintendo, donc Necessary Evil. Donc c'était au Geek qui contre-attaque, le Geek qui contre-attaque, devrais-je dire. Faudrait que je refasse un thème en cas que je me ramasse tout seul. Mais c'est la première fois en 5 ans que ça arrive, donc je n'en porterai pas gris à ceux qui se senteraient visés par ça. Donc, non. Ouais, c'est un peu n'importe quoi. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que, donc, là, on n'a pas nécessairement de pause de prévu pour l'intérieur de l'émission, donc je vais passer de temps à autre de musique comme ça, mais je pense que je vais vous parler un peu quand même. Donc, tout d'abord, je pourrais vérifier quelque chose ici. Ok, donc, ce qu'on va faire, je vais me donner un petit peu de lousse, c'est pas très long. Et si... Ça, c'est pas la chose qu'on devrait faire idéalement quand on est à radio, c'est-à-dire de bouger le trépied du micro pendant qu'on parle, mais je viens de le faire, donc voilà. Maintenant, je vais essayer de trouver une autre chanson en attendant. Ce que je peux vous dire, c'est que ce que je vais faire pendant l'émission, je vais essayer de vous parler un peu de trucs que j'ai peut-être pas le temps d'élaborer beaucoup dans les émissions quand on est en groupe. Faire mes critiques en retard aussi, parce que je joue à tous les jeux après tout le monde. Peut-être une petite critique de film, là. J'en ai écouté quelques-uns ces temps-ci, donc pourquoi pas. On va essayer de mettre le même genre de contenu que quand on est en gang, mais avec seulement ma douce et mielleuse voix. Ouais. Avec Mikey qui rit pas en background, c'est dur, pas de feedback, c'est dur. Ben, ils vont dire que tu souhaites pas de feedback en radio, mais vous comprenez ce que je veux dire, là, de feedback des gens, bien sûr. Un feedback auditif, ça serait un petit peu plate. Là, ce que je vais faire ici, ouais. Ce qu'on va faire, on va y aller avec... Bon, pour me donner un peu plus le temps de me préparer, allons-y avec... Ouais, ok, je sais ce qu'on va faire. Voilà. Étant donné que j'ai pas... je voudrais préparer des thèmes. On va faire de quoi de préparer pour la suite de l'émission. Pour l'instant, je vais me donner encore un petit peu de temps de répit. Et je vous abandonnerai pas. On va y aller encore avec un peu de musique. Puis on va y aller avec Vomitron encore. Parce que la page est ouverte. Puis je me rends compte qu'en mettant de la musique d'un ordinateur, si je cherche d'autres musiques, ça enlève la musique que je suis en train d'écouter. Donc... c'est pas terrible. Donc, on va y aller avec... laisse-moi deviner. Ah, ça pourrait être le fun. On va y aller avec... Metroid. J'avais déjà fait passer du Metroid un album, entre autres, de Stemage, qui était Metroid Metal, donc qui avait repris la trame sonore du premier en intégrité, de façon métal. Puis ça, c'était dans le début des années 2000. Et là, on a une version plus moderne, encore par Vomitron, c'était eux, en 2 parties. Je vais passer la première partie maintenant, la deuxième partie plus tard. Donc, Metroid Part 1, c'est du même album. Et cette fois-ci, je vais trouver un peu plus de variété pour le reste. Ne vous inquiétez pas. En fait, non, vous êtes tout à fait en droit de vous inquiéter. Tout à fait. Mais ne vous inquiétez pas. Même si vous devriez. Pas. Peut-être. Peu importe. Metroid. Je sonne comme le radio communautaire de Pérus présentement. Sur ce, Metroid Part 1 de Vomitron sur aux ondes de Le Geek contre-attaque.
Alors on vient d'entendre, donc, voyons, Metroid Part 1 de vos Mitrons. Album Necessary Evil, encore une fois, c'est disponible en passant sur Bandcamp. Donc beaucoup d'artistes émergents qui sont là-dessus. Donc vous pouvez écouter les chansons gratuitement ou les télécharger pour un montant de votre choix. Généralement, ils vont mettre un montant minimum. Et vous pouvez donner un petit peu plus si vous voulez. Donc un site que j'encourage à visiter de temps à autre si vous cherchez du nouveau stock, comme diraient ceux qui disent ça. Donc, je vous remercie tout d'abord Virginie Brouillette qui m'a envoyé un petit message Facebook pour me donner un peu de contenu. Puis ça va être pratique parce qu'on va faire un petit peu un petit break technologie. Et ça, c'est une nouvelle que ça aurait été le fun de parler en ondes avec les gars, mais en même temps, c'est pas rien. C'est pas rien. Donc, une seconde. Parfait. Facebook. Nos amis de Facebook, dans le fond, non seulement ils s'occupent du site de médias sociaux, mais aussi de médias sociaux, peu importe. Facebook. Donc, ont une équipe qui travaillait sur une intelligence artificielle pour travailler en ligne, dans le fond, sur l'Internet, pour être capable de peut-être répondre à des gens ou avoir des discussions, ou peut-être analyser le langage des personnes qui parlent sur Facebook et peut-être faire de quoi avec ça. Donc, peu importe. Ils ont été obligés de complètement le fermer, c'est-à-dire le déconnecter de l'Internet et de stopper leur développement pour l'instant. La raison est la suivante. Ils ont décidé de le fermer puis de le déconnecter parce que le logiciel a créé son propre langage. C'est-à-dire qu'il a commencé avec l'anglais. Donc, ce qui était le but de la manœuvre initialement. D'être capable d'analyser la langue anglaise et de communiquer avec les gens sur Internet et tout ça. Puis avec une intelligence artificielle, de répondre aux questions et d'être proactif dans une discussion, etc., etc., etc. Et ils se sont rendus compte progressivement que le langage, le logiciel a commencé à utiliser son propre langage. À créer des mots qui n'existent pas, dont les personnes qui lisaient comprenaient aucun sens là-dedans, et ont réalisé que d'autres, les récipients, d'autres AI avec lesquels ils communiquaient, eux comprenaient. Donc il y avait une façon de cacher un code à l'intérieur d'un langage auditif qui était inconnu de nous, mais qu'un autre ordinateur pouvait interpréter. Et là, ils ont fait comme « Wow! » Là, ça commence à être épeurant, parce que s'il crée un langage comme ça, il peut le faire aussi souvent qu'il veut, en changeant constamment le pattern, comme on dit, pour être complètement non identifiable, et communiquer avec les machines sans qu'on sache de quoi ils parlent. Donc, ils ont décidé de couper ça. Et là, Elon Musk, notre copain de Tesla et de PayPal, etc. Donc, Elon Musk, qui avait, lui, dans les derniers mois, Stephen Hawking et quelques autres sommités dans le monde des technologies, commençaient à avertir les médias, tranquillement pas vite, et d'avertir peut-être aussi les sommités dans la science, de trouver tout de suite des lois, des limitations pour empêcher certains débordements dans le développement de l'AI, de l'intelligence artificielle, dans le but de nous protéger, là, d'assurer notre pérennité et d'éviter que l'intelligence artificielle tombe en dehors de notre contrôle complètement et devienne autonome. Et ça semble de la science-fiction, mais Musk a déclaré par rapport à ce cas-là que il dit que c'est un incident. C'est que l'incident qui vient d'arriver, dans le fond, met en perspective ce que Elon Musk a dit, parce que lui, il avait averti que je peux pas être passif et regarder ça aller. Je veux en parler à toutes les instances gouvernementales ou aux gouverneurs tous les gouverneurs des États indépendants, ainsi que aux Nations Unies, parce qu'il faut mettre une régulation le plus tôt possible. Mark Zuckerberg, on reconnaît ce personnage du film Social Network, mais aussi quelqu'un de vrai, dans le fond le boss de Facebook, bien sûr, le créateur, le fondateur, le seul et unique. Lui a répondu aux avertissements d'Elon Musk que c'était très irresponsable comme propos, étant donné que, bon, je sais pas, Zuckerberg se disait qu'il essaie juste de réduire et de minimiser les recherches qu'on fait, puis il y a peur du vent, puis c'est un peu n'importe quoi. Mais peut-être pas. Puis ce qui est drôle, c'est que Musk a répondu à Zuckerberg, peut-être que ta comprenure, on va dire ça comme ça, donc ta compréhension du sujet est relativement assez insuffisante pour commenter là-dessus. Donc on voit qu'il y a comme déjà un petit un peu de fiel entre ces deux personnages connus. Donc on va voir ce qui va se passer par la suite pour ce dossier-là. Donc un AI qui se développait plus rapidement, qui s'est mis à inventer son propre langage pour parler avec les autres machines sans qu'on le sache.
Je vais dire comme Mikey dirait, on est rendu là, mais j'ai pas les... J'ai la difficulté à faire partir les thèmes là, pour une raison X, là, ben, on s'en reparle. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est vrai que j'ai divulgué sur un sujet. Ben, merci Virginie, mais on va ramener le sujet. Je vais m'en trouver d'autres pendant la prochaine chanson. Et ça, la prochaine chanson, je voulais la faire jouer dans les débuts de l'émission. Là. Je vous parle en 2012, juin 2012, la première émission des Geeks Contre-Attaque. C'était une chanson que j'aimais parce que c'était un mélange de remix, mais en même temps de tune originale. Quelqu'un qui a ajouté un genre de drum machine et de la guitare à des tracks de Nintendo original et qui a fait un medley de plein de jeux ensemble qui s'appelait Nintendo Power. Qui est une référence bien sûr à la revue. Donc c'est Mike Murphy et j'ai jamais pu le faire jouer parce que le montage dure 15 minutes. Vous comprenez qu'en temps normal, je fais pas jouer 15 minutes de musique sans en regardant mes chums. Hein, vous la feederez pas celle-là? Non, je peux pas vraiment faire ça parce qu'ils me regarderaient bizarre. Puis ils sont généralement plus nombreux que moi. Et moi étant unique, donc 2 personnes c'est plus nombreux. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va faire jouer ça. Donc Mike Murphy, Nintendo Power. Et là, je vous mets au défi là, les fans de la vieille école, là, ceux qui ont joué Nintendo étant jeune, de reconnaître les jeux par lesquels tous les jeux qui traversent dans ce medley-là. Il y en a une belle gang. Donc et ça, ce remix-là, c'est disponible bien sûr sur SoundCloud pour ceux qui veulent l'écouter ou peut-être se le télécharger pour l'écouter comme il leur semble. Donc on va écouter ça. Donc Nintendo Power de Mike Murphy au Geek Contre-Attaque.
Et on vient d'entendre l'entièreté du medley Nintendo Power de Mike Murphy. Donc, hey, ça faisait longtemps que je voulais faire jouer ça. Donc, l'occasion s'est présentée. Je l'ai saisi, voilà. Donc, maintenant, pour les 15 dernières minutes, ce que je vois, c'est les 15 dernières minutes de 7 heures, parce qu'il me reste encore une demi-heure après ça. J'ai la moitié de fête. Yeah! Il a mis 3 tonnes de 10 minutes. Yeah! Yeah! Bon, Eric! Yeah! Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais tenter quelque chose. Donne-moi juste une petite seconde. Et si ça fonctionne, je vais pouvoir faire une chronique legit comme au Geek Contre-Attaque pour vrai. Ça peut donner une seconde, ouais. On n'a pas le temps de tout voir, tout jouer, tout entendre. C'est la raison pour laquelle nous vous présentons la critique en retard. Hey, oui, la critique en retard, c'est quelque chose que j'avais préparé comme thème parce que je jouais tout le temps au jeu comme vraiment longtemps après tout le monde, mais j'avais tout de même envie d'en parler. Cette fois-ci, je vais vous parler d'un jeu que j'avais presque tenté d'éviter pendant quelques années, étant donné que j'avais entendu parler que le jeu était hyper gros, avait été super bien reçu, avait été nominé comme jeu de l'année au moment de l'année de sa sortie. Donc, je vais vous parler de Witcher 3 Wild Hunt. Et pourquoi j'avais évité ce jeu-là, je vous explique, c'est que au moment où j'ai commencé à jouer des RPG de façon plus intense, des RPG américains, devrais-je dire, parce que j'étais un fan de RPG japonais quand j'étais jeune. Donc tous les Final Fantasy de ce monde, tout ça, avec des personnages qui étaient créés, et là tu suivais ces personnages-là. Par la suite, j'avais comme migré vers les RPG américains, donc les Elder Scrolls, Skyrim de ce monde, et les Fallout, etc. Donc, ceux-là où que tu peux créer ton personnage et que l'histoire, tu la fais comme toi-même. Et j'avais vraiment apprécié ce mode de jeu-là, puis j'avais embarqué là-dedans à fond. Et Witcher 3, j'avais essayé le 2 par inadvertance, mais peut-on essayer un jeu par inadvertance? Non, la manette m'est pas tombée dans les mains par accident. Ce que je veux dire par là, c'est que je l'avais essayé un temps soit peu quand il avait été en spécial sur Steam, et j'avais donné un petit essai. J'avais vraiment pas aimé les contrôles. Je pense que j'avais même pas fini le tutoriel. Je trouvais que le jeu était... Comment je pourrais dire ça en français? Le personnage se déplaçait de façon tout à fait hasardeuse. Je trouvais que les contrôles étaient un peu trop rapides, dans le fond, et ça faisait pas naturel. Ça faisait plus comme un contrôle d'un jeu style hack and slash à la God of War ou Dynasty Warriors ou tout ça, où c'était un jeu qui était plus centré vers l'action, même si c'était un RPG. Donc j'avais pas réussi à embarquer du tout, donc j'avais pas joué. Mais le 3, après maintes et maintes fois que les gens m'ont dit qu'il était extraordinaire, qu'il était bon, qu'il était long, qu'il y avait beaucoup de matériel et que le jeu avait un fini indéniablement professionnel, dans le fond, que c'était quelque chose qu'on voyait le nombre d'heures et d'années que la compagnie CD Projekt Red avait mis afin de faire de ce jeu le plus proche d'un chef-d'œuvre qu'ils ont été possible de le faire. Et j'ai finalement décidé de l'essayer. Et je l'ai essayé non seulement sur PC, parce que je voulais pas me limiter sur console, étant donné ce genre de jeu-là, avec les effets de lumière et tout ça, peuvent un peu atteindre le frame par seconde des jeux. Dans le fond, le jeu semble saccadé parce qu'il y a pas assez il est pas capable de gérer assez de frames par seconde. Donc, je sais pas pourquoi je me sens besoin de vous expliquer, vous savez tout ça. De toute façon, j'ai décidé d'essayer le jeu sur PC pour qu'il soit à performance optimale. Et en français. La raison pour laquelle je l'ai essayé en français, puis c'est pas quelque chose que je fais très souvent avec les jeux, parce que c'est toujours très... c'est un peu malaisant. Des fois, les traductions sont assez... sont assez aléatoires des jeux en français. J'ai l'impression qu'ils le font juste pour être sûr d'en avoir une version qui va être jouable pour pouvoir le vendre dans certains marchés ou tout ça. Mais c'est pas toujours des grands succès, mais... Les dernières années nous ont fait mentir sur la qualité des traductions françaises. Je parle entre autres, bien sûr, pour le Québec, les Assassin's Creed, dont la traduction française est comme, écoute, elle a rien à envier à n'importe quel film qui est doublé professionnellement ou même de films produits en français. Qualité des acteurs aussi, des voice actors, entre guillemets. Donc ça c'est indéniable aussi dans la franchise Assassin's Creed. Là-dessus, faut le donner. La traduction française est extraordinaire. Le jeu est bâti en anglais, mais
étant donné que les sources d'Ubisoft sont françaises, bien sûr. On voit qu'ils ont mis le temps d'en faire une version française tout à fait extraordinaire. Et Witcher étant un jeu polonais, CD Projekt Red, qui est une compagnie polonaise, je me suis dit, bon, le jeu est basé sur un livre écrit par un Polonais, donc c'est de la mythologie qui est plus européenne que nord-américaine, c'est quelque chose qui a été créé là-bas. Probablement que le feeling en anglais va être d'un jeu traduit en anglais à défaut d'un jeu produit en anglais. C'est déjà des gens dont l'anglais n'est pas la langue première, donc ils ont dû l'adapter en anglais pour le faire connaître, bien sûr. Mais la version française, je me suis dit, il y a des bonnes chances qu'elle soit de très bonne qualité, et je ne me suis pas trompé. Pour ceux qui aiment gamer, qui aiment un jeu qui va leur donner beaucoup d'heures devant eux, Witcher, version française, qui sont pas à l'aise avec l'anglais, va vous donner, va vous en donner pour votre argent. Spécifiquement ces temps-ci, parce que la version complète avec toutes les extensions incluses est quelque chose comme 35$ ces temps-ci. Puis c'est un jeu qui a pas pris une ride, là. Je veux dire, c'est sorti un an et demi, à peu près. Et encore une fois, la production de ce jeu est extraordinaire. La qualité graphique est irréprochable. Je veux dire, ça n'a rien envié à toutes les grosses franchises de ce monde parce que CD Projekt Red est une compagnie quand même de petite taille. C'est pas 150 employés, puis 200 personnes qui font de la production, puis 15 studios qui participent pour faire la bande sonore, pour faire certains tableaux, pour faire certains... Non, c'est un studio en Pologne. Là. J'ai pas le nombre, là. Ça m'échappe, là, mais ils sont pas super nombreux. On réussit à produire quelque chose d'une qualité qui est agréablement surprenante. Donc pour ça, on se trompe pas. Pour le gameplay, on s'habitue au contrôle. Les contrôles, pour les fans de RPG plus standards, on s'habitue. Ça m'a pris peut-être un petit peu de temps à me faire la main, mais pas tant que ça. Le côté action est beaucoup mieux développé. Je dis bien beaucoup mieux développé que les RPG standards. C'est-à-dire que les RPG sont beaucoup basés sur la construction de votre personnage et l'évolution de l'histoire et l'atmosphère, toute l'élaboration des environnements, des mythes, des légendes, des langues, des créatures qui y vivent, etc. Donc souvent, le côté action est un peu plus mis de côté, spécifiquement parce que les premiers RPG qui ont existé étaient comme basés sur, étaient turn-based, comme on dit, donc c'était chacun son tour, un peu comme un jeu d'échecs. Et ça a été très longtemps le mode de base que les RPG adoptaient, c'est-à-dire un mode par tour. Il y avait aussi certains RPG stratégiques qui fonctionnaient avec un certain nombre de points de mouvement, qui à chaque tour vous permettaient de bouger pendant que l'adversaire pouvait le faire comme en temps réel en même temps que vous. Il y en avait qui se passaient les deux en temps réel, mais que tu avais une certaine limite sur le nombre d'actions que tu pouvais accomplir. Bref, il y avait toujours une limite, et ces jeux-là n'étaient pas nécessairement des jeux d'action, dans le sens que tu accomplissais pas toi-même les mouvements, c'est que tu déterminais qu'est-ce que ton personnage faisait. Le personnage l'accomplissait devant toi, et tu avais des résultats, et là tu rinçais et répétais, dans le fond, comme ça, puisque l'emphase était beaucoup plus mise sur le développement de l'univers dans lequel on jouait, que sur l'action en tant que telle. Witcher, et probablement ce qui est le plus proche, sans l'être, puis là, je pèse mes mots, là. On s'approche pas de Dark Souls, là, on s'entend, là, qui est comme probablement la série des Souls, Bloodborne, etc. de From Software, qui est probablement la référence pour maintenant les simulations de combat à l'arme blanche, là, qui sont extraordinaires pour la physique, pour les zones de collision, pour le réalisme, le poids de chaque geste et les impacts reçus et donnés. C'est d'un réalisme impressionnant. Pour ce qui est de Witcher, on est quand même plus proche de Dark Souls dans l'échelle que de Skyrim, par exemple, ou Morrowind ou Oblivion, où oui, c'était en première personne ou en troisième personne, dépendant de qu'est-ce que vous choisissiez, voilà. Mais on sentait que les combats étaient très 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 rudimentaires du côté des jeux de Bethesda. Alors que pour ce qui est de Witcher, non, pour les fans de combat, vous allez en avoir pour votre argent, puisque la fluidité des combats est quand même assez étonnante. La façon dont se sert de la magie, entre guillemets, parce que le jeu est basé un peu plus sur la réalité, l'univers de Witcher. Vous allez pouvoir avoir un petit extrait de ça là, quand la série va sortir sur Netflix dans les prochaines semaines, qui est basée prochains mois. Elle qui est basée sur le livre, bien sûr. C'est basé sur la mythologie, sur le Moyen-Âge réel, mais avec comme si toutes les histoires de sorcières et toutes les histoires de monstres que les bardes véhiculaient à l'époque auraient été réelles. Donc,
c'est vraiment comme beaucoup basé sur l'histoire, dans le fond. Et les combats donnent on se sert de... Ouais, qu'est-ce que je m'en allais, moi? Oui, c'est vrai, la magie. Il n'y a pas de magie en tant que telle utilisée par le personnage. Il y a des personnages qui sont des sorciers et des sorcières, mais nous, on n'en utilise pas en tant que tel. On utilise plutôt des genres de runes, des pierres runiques, donc 5 dans le jeu, qui permettent d'interagir pendant le combat ou à l'extérieur de celui-ci. Et ces 5 habilités-là, au début, sont un peu malaisantes à utiliser, mais par la suite deviennent une mécanique complètement intégrée avec le combat en tant que tel. Ça devient extrêmement fluide. Pour ce qui est de ceux qui aiment un peu de sang et un peu de violence dans leur jeu, Witcher a des les combats dans Witcher 3 sont relativement gory, comme diraient nos cousins anglais. Donc beaucoup de membres qui revolent et le jeu se gêne pas pour vous montrer qu'est-ce que ça fait quand on reçoit une épée à 2 mains à un endroit faible de notre anatomie quand on n'est pas protégé adéquatement. C'est comme ça que je vais le dire. Donc là-dessus, pas de souci à se faire. Donc le combat est vraiment impressionnant. Donc ça rajoute un aspect qui était peut-être manquant dans certains RPG qui ont sorti depuis quelques années. Quelque chose qui, moi, me dérangeait pas, mais que ce je l'ai obtenu, je vais être peut-être un peu plus sévère avec les RPG dont je vais jouer dans l'avenir, puisque Witcher m'en a donné toute une là-dessus. Pour ce qui est de l'histoire, excellente. Witcher 3, là-dessus, on peut pas nier que l'écriture des scénarios est très mise de l'avant. Étant donné qu'on suit le personnage d'un livre et qu'on est basé sur les événements de ces livres-là. Peut-être moins le 3 que les deux autres, on est plus basé sur la mythologie du livre, parce que c'est peut-être plus le 1 puis le 2 qui ont comme vraiment exploité des livres à plein potentiel. Mais le 3 joue beaucoup avec non seulement la quête principale et l'histoire qu'on bâtit, qu'on commence à partir du début, et cette histoire-là qui fait référence aux deux autres d'avant aussi, mais aussi également toute l'entièreté des side quests entre guillemets, donc des quêtes secondaires. Et Witcher 3 en a, mais en a pas à peu près là. Il y en a pour les fous, les fins. Donc quand je vous dis que j'ai le 2/3 de l'histoire de fait, à l'heure où on se parle, mais j'ai plus de 100 heures de mis dans le jeu. C'est pas rien. Les quêtes, il y en a. Il y en a qui sont peut-être moins pertinentes que d'autres, mais il y a toujours quelque chose d'intéressant. Il y a quelque chose, des personnages qui sont le fun à découvrir, qui sont le fun à explorer, qu'est-ce qui leur est arrivé, comment est-ce qu'on peut les aider. Et la prémisse de notre personnage, dans le fond, Gérald de Rive en français, donc qui se trouve être un sorceleur en français. Je vais prendre des termes en français, soit dit en passant. Pour ceux qui ont joué en anglais, là, je sais que les poils de vous lever ses bras, mais j'explique pourquoi, parce que c'est fait 100 heures que je joue en français, donc les termes sont plus naturellement en français dans ma tête. Bref, un sorceleur, un witcher, si vous préférez, son boulot, sa profession, à cette époque-là, c'est de chasser des monstres. Donc, un village a des problèmes avec un manticore ou un griffon qui terrorise les paysans. On va faire appel à un sorceleur qui, lui, et en échange d'argent, c'est des gens de mercenaires qui se font payer pour débarrasser des personnes de monstres importunants. Et ces sorceleurs-là on passe par un genre de phénomène de mutation en très jeune âge. Au fond, ils sont comme modifiés à l'aide d'alchimie pour être capables de vivre plus vieux, de pouvoir courir plus longtemps, de pouvoir moins dormir, moins manger. Leur métabolisme est très ralenti. Ils sont capables de prouesses physiques extraordinaires comparées aux êtres humains standards. Cependant, on peut voir là, ils ont des yeux de chat, ce qui donne un regard particulier. Et quand on croise des personnages dans le jeu, étant donné que toutes les cutscenes sont vraiment en temps réel, un peu comme à la Fallout 4 là, pour ceux ou Mass Effect ou tout ça. Donc quand tu croises des gens, tu les vois te parler, tu vois leur visage, et quand tu vois les sorceleurs, leur regard jure, leur regard fait vraiment différent des autres, donc tout de suite ça te met dans un mood différent dans une discussion, et tous les personnages non-joueurs qui sont à travers cet univers-là commandent souvent l'apparence physique de votre personnage, donc c'est quelque chose qui rajoute à la mythologie du jeu et qui est bien bâti, là, soit dit en passant, là, qui est quand même très bien bâti. C'est un jeu également qui est définitivement, comparé aux autres RPG, là, définitivement pour adultes. Donc beaucoup de violence, beaucoup de thèmes très adultes. Là, ça gère avec des trafics de drogue, avec beaucoup de sexualité aussi dans le jeu. Donc il se gêne pas pour montrer. Je vais le dire comme je vais le dire. Là. Il se gêne pas pour montrer des filles en bedaine s'il faut qu'elles soient en bedaine.
pas parce que c'est un jeu que... Non, le sujet est adulte. Le jeu, et puis le jeu fait pas une scène spéciale pour dire, hey, regardez, là, ouh, on fait ça spécial, il y a une fille qui a pas de linge. Non, ça fait partie de la scène, c'est là, puis il gère avec. J'aime le fait que il nous prend pas pour des enfants, dans le fond, puis il rend pas ça comme genre adolescent, genre, mon Dieu, une fille arrêtez les presses, il y a une fille qui a pas de linge dans le coin. Non, ils font juste le faire comme dans n'importe quel roman, destiné aux adultes, c'est-à-dire un sujet parmi les autres sujets qui peuvent être traités étant donné qu'on est adulte puis qu'on se parle entre nous autres. Donc, le jeu le traite de cette façon-là et ça s'intègre de façon tout à fait fluide avec le reste du jeu. Donc, pour ceux que ça peut attirer comme facteur, c'en est un. Pour le reste, donc Witcher 3, j'en ai plus que le 2/3 de fait. Et je continue. Ce que j'apprécie, c'est que la courbe d'apprentissage est courte, mais le jeu continue d'être un défi pour le joueur aussi longtemps que tu avances dans le jeu. C'est-à-dire que souvent les jeux à la Bethesda, pour ceux qui sont habitués à ce genre de jeu-là, j'en parle souvent parce que ça fait partie de ma série de jeux préférés. Cette série-là, quand tu atteins un certain niveau, puis d'autres jeux aussi sont coupables de ce méfait, ont tendance à récompenser tellement le joueur, ou les joueurs qui vont comme essayer d'exploiter le système pour devenir plus puissant plus rapidement. Ça les récompense tellement rapidement que tu deviens trop fort trop vite, et le reste du jeu, tu le passes presque en easy mode, à tuer pas mal tout d'un coup, puis à plus vraiment avoir de défis. Witcher 3 ne prend pas cette route-là. Witcher 3 fait en sorte que les missions que tu fais autour de ton niveau vont donner le nombre d'expériences standard. Si tu attends trop longtemps pour faire une mission secondaire, et que c'est 2-3 au niveau, chaque mission a un niveau d'attribué, et si t'es 4-5 niveaux au-dessus du niveau de la mission, ben elle va te donner seulement 1 expérience, quand ça prend des 500, des 1000, 2000 pour monter. Donc vous comprenez que tu peux pas comme juste faire un paquet de missions tout le temps, en espérant te devenir boosté puis tuer tout le monde, parce que si t'essayes de... Même si tu deviens fort, certaines missions te donneront rien, pratiquement aucune récompense, et les ennemis te débordent non plus, donc tu vas stagner dans ta progression, donc tu es constamment orienté vers les missions et les territoires et les ennemis qui sont de ton niveau. Donc le challenge reste toujours constant. Ce qui est une belle façon de traiter ce genre d'aspect, puisque la plupart des jeux veulent laisser beaucoup de liberté aux joueurs, ce qui est quand même, ce qui est louable. Je veux dire, loin derrière nous sont les jeux qui étaient extrêmement linéaires, qui te faisaient passer par un seul et même couloir, et pour que certains événements arrivent dans le même ordre. Les RPG sont rendus beaucoup ce qu'ils appellent les sandbox, les carrés de sable, c'est-à-dire de vous laisser aller dans l'ordre que vous voulez, et ça devient des fois comme un peu ça devient un peu inconfortable pour eux de bien gérer le fait que le joueur peut aller où il veut, mais faut pas que tout soit facile et tous les ennemis par magie montent de niveau en même temps que le tien, mais qu'il y ait bien des endroits plus difficiles que d'autres, puis que tu deviennes pas puissant trop vite et tout ça. Donc non, Witcher 3 gère très bien ça. Honnêtement, si j'avais amené des bémols, c'est que le bémol jusqu'à maintenant... mis à part les missions secondaires, les missions principales, il y a aussi des contrats de sorceleurs, étant donné que tu as des contrats de créatures à faire, tout ça. Mais il y a aussi des endroits à découvrir sur la carte qui sont marqués par des points d'interrogation. Et ça, vous connaissez le principe là, que vous ayez joué à Assassin's Creed, que vous ayez joué à n'importe quel autre jeu d'exploration dans les dernières années. C'est le genre de concept qui est poussé dans beaucoup de jeux pour gonfler artificiellement la durée de jeu d'un jeu donné. Donc, c'est-à-dire que les compagnies vont se vanter d'avoir un jeu qui a 80 heures de jeu, mais dans le fond, t'as 20 heures d'histoire, puis 60 heures de mission. Va chercher telle affaire là-bas. Ouais, va chercher les 160 théières roses cachées dans le monde. Puis là, tu pognes des cartes qui te montrent où il y en a une trentaine. Après ça, tu pognes une autre carte qui t'en montre 30 autres. Puis ça, tu vas chercher des théières. Puis une fois que t'as pogné toutes les théières, ben hey, t'as gagné l'armure de théière rose. Donc c'est une armure avec une théière rose dessus qui est un petit peu plus forte que celle avant que tu pognes celle de la fin. Bref, vous connaissez ce principe-là. C'est pour étirer le gameplay et tout ça. Et dans ce jeu-là, t'as pas nécessairement de quest de cet acabit, mais les endroits à explorer, à découvrir sont redondants. C'est-à-dire que ces points d'interrogation représentent à peu près
8 ou 9 types de rencontres aléatoires, que ce soit des monstres qui protègent un trésor, que ça peut être un nid de monstre qu'il faut que tu mettes une bombe dedans pour qu'il arrête de sortir de là, comme s'il y avait une faille et puis il sortait tout de là. Ça peut être un campement de bandits, ça peut être un trésor en dessous de l'eau. Et spécifiquement dans les trois cartes du jeu, il y en a une qui se passe dans des îles, un archipel, parce qu'il y a beaucoup d'eau. Et cela fait en sorte que dans le fond, dans l'archipel, il y a beaucoup de bateaux à faire, puis faire du bateau, c'est assez rudimentaire puis long. Donc, je vous dirais qu'à ce moment-là, c'est comme un petit peu ennuyeux. Mais sinon, tout le reste, excellent. Donc, Witcher 2, bien sûr, je le recommande. Maintenant, on va retourner en musique. J'ai parlé assez de jeu. On est parlé plus longtemps que je pensais d'ailleurs. Donc, on va y aller avec... j'ai mis beaucoup de rock depuis le début de l'émission. On va y aller avec Final Fantasy VII. De l'album Voices of the Live Stream qui est disponible sur Overclock Remix. Donc Deliverance and the Art of the Heart, voilà, de Jelena Versa et Zircon. On écoute ça au geek, au singulier contre-attaque.
Alors, on vient d'entendre successivement, donc, de l'album Final Fantasy VII Voices of the Live Stream, disponible gratuitement sur Overclock Remix, soit dit en passant. Donc, on a entendu Deliverance of the Heart. Et il y en a un autre que startait après, puis j'étais en train de préparer des affaires, puis je me suis mêlé, parce que notre ami Mikey m'a appelé en ondes, il m'a appelé hors d'onde pour me souhaiter la meilleure des chances pour le reste de l'émission, mais surtout pour voir si tout était correct. Donc, vous avez entendu aussi Every Story Begins with a Name, The Big Giant, Circles et The Zircon aussi. Donc, c'était 2 fois le même remixeur pour la musique, donc ça a fait une belle petite transition, là, comme ça. Fait qu'on va y aller avec... Je vais m'essayer à faire de quoi, ouais? Chronique Cinéma! Ben oui, on va faire une chronique cinéma, parce que je suis capable. Hein? Ben oui, on va faire ça. Mais ce qu'on va faire, c'est que cette fin de semaine, c'est sûr que là, j'ai pas vu le cinéma, le film qui sortait... les films qui sortent cette fin de semaine, donc j'ai pas encore vu The Dark Tower. Fameux film, film sur la fameuse série de livres de Stephen King qui sortait cette fin de semaine. Et bon, les critiques semblent relativement mitigées. Il semblerait que c'est un film très décent, un film très le fun pour des fans qui ont pas vu, qui ont pas lu les livres. Et c'est tout à fait adéquat comme film. Cependant, c'est certain qu'ils ont essayé de mélanger un paquet d'éléments, d'un paquet de livres, au lieu de se focusser, mettons, sur le premier, faire un film, puis faire ça ouvert pour faire les autres films subséquents, comme beaucoup de franchises ont fait dans le passé. Dans ce cas-ci, on semblerait voir qu'ils ont mis des éléments de plusieurs livres, de toute la trilogie au complet, de toute la série au complet, à l'intérieur d'un seul, et c'est un film qui est relativement court. On parle autour de 90 minutes. Donc, c'est même pas un 2 ou un 3 heures qu'on est habitué de voir avec les films épiques là, des dernières années. Donc, est-ce que ça livre la marchandise pour les fans de la première heure? Je suis pas certain. On dit que certaines des décisions ont été prises, ont fait enrager les fans, et c'est beaucoup trop peu pour beaucoup trop court. Cependant, quand Conan nous reviendra dans les prochaines semaines, on pourra en jaser de façon plus adéquate avec lui. Aussi au cinéma pour les fans de films français, mais des films de comédie surtout. Donc, Brice de Nice 3, parce qu'on a cassé le 2. Et on a décidé qu'ils n'ont pas fait de 2, puis ils ont fait le 3 tout de suite. C'est ça en France depuis un certain temps, je n'en avais pas entendu parler beaucoup. Moi, j'étais un fan de Jean Dujardin, mais j'ai toujours une petite réticence avec les comédies qui sortent genre 15 ans après l'original, 10 ou 15 ans après. On se souviendra que ça donne pas des résultats qui sont toujours extraordinaires. Là. Vous vous rappelez peut-être récemment de Zoolander 2, qui était sorti comme... dans presque l'indifférence totale. Anchorman 2, qui avait sorti beaucoup trop longtemps après l'original. La Cloche et l'Idiot, avec les 2 personnages principaux, dont Jeff Daniels et Jim Carrey, qui même si relativement drôle, était loin d'être le premier, et il était beaucoup trop longtemps après le film original. J'ai l'impression que dans le cas d'une comédie, il y a tout un élément pour ce qui est d'un film comique qui fait en sorte que le timing est important, l'endroit où ce que les acteurs se situent dans leur carrière, la chimie qu'ils vont avoir ensemble à ce moment-là, qui fait en sorte que si tu fais une suite à un film drôle, une comédie, généralement, faut essayer de battre le fer pendant qu'il est chaud si tu veux garder un peu la même énergie, le même la même vibe, entre guillemets, là, que les 2 films semblent être des suites un de l'autre. Parce qu'on dirait qu'après 8, 9, 10 ans, 12 ans, 15 ans, ils vont tenter de recréer quelque chose artificiellement qu'ils ont réussi à atteindre naturellement la première fois. Donc, je suis perplexe. Et pour ce qui est de Brice, ben c'est un peu ça. Je me garde des réserves. Je vais probablement l'écouter parce que le premier était drôle. Mais j'étais moi-même un fan beaucoup plus de OSS 117 là, de Jean Dujardin et de Michel Avanakis, le même réalisateur dans le fond. Donc ça, j'aimerais avoir une suite, étant donné que c'est des films qui se passent à une autre époque, qui sont comme une parodie des films des années 50 de James Bond. Ils peuvent faire ça quelques années plus tard, tant que l'image est là, puis que le personnage est là. D'après moi, ça blesse beaucoup moins ça va atteindre beaucoup moins le résultat final que dans le cas d'une comédie bâtie de toutes pièces avec des personnages qu'on connaît, puis de prendre ces personnages-là récurrents avec des acteurs qui ont vieilli de 10-12 ans puis qui essaient de nous faire croire que ça paraît pas.
c'est pas toujours efficace. Donc voilà, qu'est-ce qui sort d'autre en fait semaine? Parce que je pourrais vous parler dans le fond, étant donné que j'ai pas été voir de film au cinéma cette fin de semaine. Ce que je pourrais faire par contre, c'est vous parler d'un film que j'ai écouté récemment chez moi. Et un film que donc que j'ai vu encore en retard sur tout le monde parce que c'est moi, hein? Je suis ce que je suis et j'écoute les films après tout le monde. Donc j'ai écouté The Arrival de notre collègue québécois Denis Villeneuve et je l'ai écouté en deux parties. Donc j'ai pas pu l'écouter d'un coup, donc il a fallu j'espace mes écoutes. Donc ça m'a permis peut-être de reposer les images dans l'introduction puis de me focusser sur le personnage dans la deuxième partie du film. Et c'est excellent. Question de production, c'est extraordinaire. La cinématographie est irréprochable. Je veux dire, Villeneuve, c'est probablement de ses meilleurs aspects comme réalisateur. C'est bien la façon qu'il place ses images, la façon qu'il leur donne une signification, la façon que non seulement chaque scène, chaque image transitionne vers la prochaine, mais peut être rappelé peut être signe de quelque chose qui va s'en venir, qu'on se rend compte juste plus tard, et ça va jouer beaucoup avec le temps. Spécifiquement dans ce film-là, où ce que le temps s'avère finalement être sans rien divulgacher, mais le temps s'avère être un aspect important de ce scénario-là. Et de la façon où ce que Villeneuve réalise ses films, ça devient non seulement plus pertinent, mais pour ceux qui ont vu ces films d'avant, que ce soit Ennemi ou Prisonnier, tout ça, c'est toujours ça semble toujours être un thème où ce que la perspective du temps, ou le temps passé, ou la façon qu'on utilise ce temps-là semble être un thème récurrent dans ces films. Ironiquement, ça en va faire le prochain Blade Runner 30 ans après, puis je parlais de suite de films qui s'étire beaucoup après un film original. Dans ce cas-ci, même si les bandes annonces sont prometteuses, on va se le dire, très prometteur. Notre ami Harrison Ford, qui semble bien content d'être dans le rôle pour une fois, parce que les dernières années, on dirait qu'Harrison Ford récoltait des chèques, hein, que ce soit Ender's Game, ou on dirait qu'il manque juste la feuille de papier en avant de sa face pour montrer qu'il est en train de les lire. Pour ce qui est de Star Wars, c'était correct, c'était le fun, sa performance était bonne, mais on sentait qu'il avait envie de clore le chapitre puis de passer à autre chose de façon définitive. Dans ce cas-ci, il avait été très 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 positif avec le scénario du film avant 2 ans avant sa sortie. Donc 2 ans avant qu'on ait plus de détails dans le fond, là, ça faisait très longtemps qu'Harrison Ford nous parlait très positivement du scénario, donc on le souhaite très commis. On souhaite que Gosling et compagnie vont nous amener un autre chapitre intéressant. On souhaite que Jared Leto se contente de faire se contente d'être extraverti sur le film au lieu d'être son lui-même en dehors du film. On en a déjà parlé. Personnage particulier que je suis pas sûr qu'il est très aimable dans la vie, mais ce bon vieux Jared. Hein? Donc, bref, Blade Runner qui s'en vient. Et donc c'est ça. Donc, Arrival, qu'est-ce que j'en ai pensé? Très bon. Peut-être un peu glauque. Peut-être un peu... Puis pas glauque dans le message ou dans l'histoire ou dans le jeu des acteurs. Peut-être plus dans ce qu'on reproche aux films de DC depuis quelques années, dans le fond, de certains films de super-héros qui veulent y aller avec la touche sombre et crédible et très très, très grise, très désaturé. Ouais, voilà le terme que je cherchais. Donc un visuel très désaturé pour ces films-là. Donc Arrival, c'est un peu ça aussi, là. On dirait qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur, on dirait qu'il mouille tout le temps. C'est comme ça que je dirais. Donc très très gris, très pas pesant, mais mélancolique, on va dire ça comme ça. Un peu comme du Lars von Trier, pour ceux qui aiment ce réalisateur-là, qui semble beaucoup jouer dans cette palette de couleurs là, quand il vient le temps d'éditer ses films. Donc non, bien satisfait de mon expérience avec Arrival. Ça m'a mis l'eau à la bouche. J'ai aimé le fait que beaucoup de temps au début est passé sur le personnage versus la situation. Oui, c'est un film dans lequel on fait un premier contact avec une race extraterrestre, mais ça semble être le canevas sur lequel l'histoire du personnage principal de Amy Adams se situe. C'est-à-dire que oui, c'est à propos de ça, mais en même temps, on suit beaucoup plus elle et sa façon de vivre ce qui est en train d'y arriver. Un peu comme Sing, si vous avez vu Sing de M. Night Shyamalan, qui était dans l'époque où ce qu'il faisait des bons films, où ce qui était encore capable d'en faire des quand même pas pires. Donc, voilà. Hey, je pense que je suis arrivé à bout, moi, de mon 1h30 tout seul. Donc, t'as vu, une seconde.
Ok, bon. Quel fade-in extraordinaire, pour ne pas dire inexistant. Donc, hey, je me remercie d'avoir été là. Et on se reprend la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, on espère être au pluriel. Donc, merci d'avoir été en onde avec moi pour cette heure et demie des Geeks Contre-Attaque. Donc, on se reprend sur ce. Salut les geeks! Téléchargez l'émission Les Geeks Contre-Attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.